Bonjour à toutes et à tous. Bien sûr que vous allez bien, donc je ne vous le demande pas et c'est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Première leçon avec Cédille, un sujet, un topo. On va voir ou revoir des notions et des trucs pas cons. Le sujet du jour, l'hypoglycémie. Alors, me dites pas oui c'est trop facile, ça manque de sucre, donc tu en mets du sucre. Non, non, pas assez vite. On s'installe, comme il faut, dans le canapé, avec son thé. C'est parti, vous allez voir que c'est pas si simple. Donc, l'hypoglycémie, j'en parle un petit peu. Avant, si on parle de sucre avec l'hypoglycémie, évidemment, on va parler de diabète. Donc, le diabète, il y en aura toujours de plus en plus. Vous voyez, 700 millions en prévision, c'est juste énorme pour les années à venir. Là, on est déjà à 500 millions. Il y aura toujours des patients. Alors, tout le monde aime le sucre, oui, mais pas les urgences. Alors, c'est un motif fréquent. Un patient sur 100 par an consulte pour une hypoglycémie, et plus le traitement est important du diabète, plus le risque d'hypoglycémie est important, et plus l'hypoglycémie risque d'être sévère. Et ça coûte relativement important, relativement cher. Vous voyez, c'est important comme budget. 17 000 euros par hospitalisation pour hypoglycémie, c'est extrêmement cher. Alors c'est en dollars, pardon, c'était une étude américaine, un budget important. Et les principales causes, alors on les verra après, mais vous voyez que la iatrogénie, donc on traite un patient pour le diabète, on instaure de l'insuline, on peut instaurer des hypoglycémiants, c'est responsable d'un quart des hospitalisations pour iatrogénie, donc c'est énorme. La physiologie, je ne m'étends pas dessus, simplement pour faire très simple. Une fois qu'on a pris le sucre, donc après le repas, il y en a qui est stocké, donc une partie du sucre est stockée, et une autre partie est consommée, principalement par le cerveau. Les hormones, donc glucagon, insuline, pour les détails, peut-être une autre vidéo. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est plutôt le sujet d'hypoglycémie. Alors, les hormones hyperglycémiantes, pourquoi j'en parle? Puisqu'en fait, elles ont un intérêt en cas d'hypoglycémie. Puisque en cas d'hypoglycémie, le but c'est de remonter, donc il faut des hormones hyperglycémiantes. Il y en a quelques-unes, à savoir le glucagon, l'hormone de croissance, les catécholamines et un petit peu cortisol. Bon, le reste c'est accessoire, c'est attardé. Les hormones de l'autre côté, hypoglycémiantes, l'insuline. L'insuline, la fameuse. Alors, il peut y avoir aussi d'autres phénomènes qui sont à prendre en compte. Évidemment, c'est le défaut de sécrétion de l'hormone de GH, puisqu'on a vu à l'inverse juste avant, et défaut de sécrétion de cortisol. Après, il y a d'autres mécanismes. On va le voir justement en cas de déficit de néoglucogénèse, donc l'insuffisance hépatique et rénale. Il peut y avoir aussi des défauts de substrat. Donc, maintenant, on en vient au diagnostic d'hypoglycémie. Le diagnostic, il est facile. Il est facilité en fait. Il est facilité si le diabète est connu. La valeur, en fait, c'est ça qui va changer. La valeur seuil pour définir l'hypoglycémie, c'est 0,5 chez un patient qui n'est pas diabétique et 0,6 si le patient est diabétique. Sachant que certaines... alors, il y a le Standard Care of Diabetes, pardonnez mon anglais, qui définit certains seuils. Je pense qu'il n'y a pas forcément d'intérêt à retenir les seuils stricto sensu, c'est plus le peut-être 0,5 et 0,6 qui est important. Donc maintenant qu'on a le chiffre, il faut qu'on prélève du sang, puisqu'on va faire une glycémie capillaire. Ou piquer. Alors pour ceux qui ne le savaient pas, il vaut mieux piquer sur les bords latéraux des doigts en limitant l'index et le pouce, même si c'est pratique, d'accord, mais il y a quand même 3 autres doigts de chaque côté, ça en fait 6, donc on va pas se priver, on fait ça, on alterne, on évite de défoncer le même doigt, le patient nous remerciera, et si jamais vraiment on a trop piqué, on a une option encore, c'est l'éminence ténard, donc c'est juste la zone qui se situe sous le pouce, on n'y pense jamais, on le fait jamais, mais ça marche très bien.
Une fois qu'on a la goutte de sang, ça s'analyse pas tout seul, hein, il faut un petit lecteur. Évidemment, il y en a plusieurs. Je vous en parle très rapidement. Il existe des facteurs qui modifient la valeur que va donner le lecteur, principalement l'hématocrite, sachant que chaque facteur de variation est variable entre chaque lecteur. C'est pas parce qu'à un moment donné l'hématocrite est surestimé pour un lecteur que ça va le surestimer pour tous. Bon, pour faire simple, aux urgences, on se prend pas la tête, ça modifie pas. D'accord? Et en plus de ça, l'épinéphrine, c'est bon à savoir, hein, si jamais ça part en choc, ça part en cacahuète, il y a besoin de mettre un peu d'amine par derrière, bon, c'est pas modifié. Alors un truc qui peut être très intéressant, super, c'est un diabétique, on n'a même pas besoin de le piquer parce qu'il a le freestyle. Ah oui, c'est quoi ce truc? Alors c'est un petit capteur qui se met au niveau du bras en général. C'est donné plutôt pour les patients diabétiques, ça peut être remboursé dans certaines conditions, bref, on s'en fout. C'est pratique pour le patient parce qu'en fait ça évite de se piquer en permanence. Il a besoin juste de passer le lecteur au niveau du bras qui lui donne un chiffre. Ce chiffre correspond à quoi? En fait, il correspond au glucose interstitiel. C'est super puisqu'en fait ça reflète l'utilisation réelle, organique, donc du cerveau principalement, c'est génial. Le problème, c'est qu'il y a un certain délai. Ça reflète plutôt la diffusion et pas véritablement le stock. Alors nous, aux urgences, on a plutôt besoin d'avoir le stock et pas la diffusion. Regardez l'étude. Regardez cette étude-là. Elle est intéressante parce qu'en fait, elle vous montre. Donc les petits points que vous voyez avec les flèches, c'est les mesures au dextro, donc la glycémie capillaire, tandis que les courbes en grise, juste les courbes qui sont en dessous au niveau des points, hein, pour le jour numéro 2, en fait, c'est les mesures par le freestyle. Et vous voyez qu'il y a des variations. Donc le premier jour, la corrélation est correcte et bonne, sauf pour une valeur. Alors que quand il y a éventuellement un défaut de gestion de l'insuline, ou un repas, ou du sport, les valeurs ne correspondent plus. Moralité, pour l'endocrinologue. Donc nous aux urgences, on s'en fout, pas de freestyle. Alors la clinique, ça c'est super important pour les ECN, ils adorent les noms. Les noms, c'est Whipple. Whipple, c'est quoi? C'est une triade, donc ça veut dire 3 critères. Le premier, c'est les signes neuroglucopéniques. Comme son nom l'indique, c'est des signes neurologiques qui montrent une carence pénique de glucose. Comme le cerveau fonctionne avec du sucre, quand il n'y a plus de sucre, il n'y a plus de cerveau. Donc vous pouvez avoir absolument, et ça c'est primordial, absolument tous les signes neurologiques, de la simple confusion au coma. Ensuite, le deuxième critère, c'est la glycémie basse. Bon, ça, obvious, merci. Et le troisième, c'est logique aussi, correction des symptômes après normalisation de la glycémie. Formidable. Bon, les signes de gravité, le coma, personne ne s'en serait douté, l'hypothermie et les tentatives de suicide avec de grandes quantités utilisées, ça rend la prise en charge bien plus compliquée. D'autres signes très importants, donc on a vu les signes neuroglucopéniques, mais il y a les signes neurovégétatifs ou adrénergiques, c'est la même chose. Pourquoi c'est important de les connaître? Puisque ils surviennent avant. Ils surviennent avant les signes neuroglucopéniques, ils sont en place, ils sont utilisés par l'organisme pour lutter contre le risque d'hypoglycémie plus symptomatique. Avec la libération de catécholamine, d'adrénaline, donc c'est pour ça que ça s'appelle adrénergique, il va y avoir une réponse neurovégétative en lien avec cette adrénaline afin de remonter la glycémie. C'est pour ça qu'on a tous les signes, un peu du malaise. Tout le monde a déjà eu ce genre de symptômes. C'est important de connaître ces signes-là. C'est plutôt favorisé par l'effort et par le jeûne. Bon. La petite chose à avoir en tête, c'est que ces signes neurovégétatifs surviennent moins quand les hypoglycémies se répètent.
Et le coma hypoglycémique, donc je vous ai dit, ça peut tout donner, mais le coma est principalement décrit comme agité. À croire que toutes les femmes sont agitées et en hypoglycémie la nuit. Parlons aussi des problèmes cardiovasculaires. C'est une étude qui est assez intéressante, celle-là, qui montrait le lien entre la glycémie et les symptômes cardiovasculaires. Et le retentissement cardiovasculaire. Colonne de gauche, hypoglycémie, colonne de droite, hyperglycémie. On peut voir que l'hypoglycémie, le jour, a tendance à augmenter, donc VPB, ça veut dire extrasystole ventriculaire, et ça prolonge le QT. Alors imaginez les cardiopathes diabétiques qui peuvent faire les troubles du rythme le jour, et la nuit c'est sympa parce que ça fait la même chose, mais en plus, des bradycardies, des tachycardies et des rythmes ectopiques. Bref, l'hypoglycémie, eh ben, c'est pas connu, mais c'est un risque cardiovasculaire aussi. Alors, maintenant qu'on a fait le diagnostic, qui n'était pas assez compliqué, il faut quand même qu'on sache, il faut quand même qu'on trouve l'étiologie, la cause. Alors, chez le diabétique, connu, c'est pas si compliqué. En général, c'est un problème de gestion. Soit il a fait un effort, il a pris trop de médicaments, il a pris un repas en retard, etc., etc. Mais le diabétique peut faire absolument tout. Il peut tout faire. Il peut même faire ce que ferait un non-diabétique. Donc, se méfier du diabétique, première cause, un défaut de gestion. Donc, s'intéresser à la prise, quand, comment, pourquoi. Alors maintenant, les choses intéressantes, c'est les étiologies. J'ai mis hors diabète. Mais bon, évidemment, les diabétiques peuvent faire la même chose. La première, qui est facile aussi à éliminer, c'est l'alcoolisation aiguë. Alors juste pour information, les études ne sont pas toutes d'accord. Globalement, retenez que l'alcoolisation aiguë a tendance à donner des hypoglycémies. Sachant qu'il y a des études qui disent que entre 10 et 14 grammes par jour pour les femmes uniquement, ce serait protecteur pour le diabète. Bon, bref. D'un autre côté, il y a d'autres études peut-être plus sérieuses, avec plus de patients, qui expliquent qu'avec une prise d'alcool et de sucre, donc comme un cocktail par exemple, il y a en fait un défaut de clairance de l'insuline. Qu'est-ce que ça veut dire? L'insuline n'est pas dégradée aussi rapidement qu'elle ne devrait en réponse à l'hyperglycémie du cocktail. Bien sûr, il y a eu un pic de sucre, vous avez pris votre délicieux cocktail, l'insuline monte, mais comme il y a eu de l'alcool, ça diminue la clairance. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, le sucre dans le sang diminue et l'insuline diminue, mais pas aussi rapidement. Du coup, eh ben, en fait, il y a une hypoglycémie retardée. Retenez que l'alcoolisation, ça peut donner des hypoglycémies. Les médicaments, bien évidemment, aussi, et je vous ai mis un filtre. Bah oui, les filtres, le foie et le rein. Et après les autres causes, on verra. Donc les médicaments, on va pas trop s'y attarder, peut-être pour les cas, pour les ECN, ça peut être intéressant, c'est la petite question qui fait plaisir, un coma inexpliqué chez un patient hospitalisé, donc pour équilibrer le diabète, voilà, les médicaments, le synchonisme, pas facile à dire, c'est quand même intéressant, hein. Et bien pour un palu, on lui donne la quinine IV et hop là, il fait un trouble neuro. Il faut faire le différentiel entre un neuropaludisme et une hypoglycémie sévère. Toujours, tout symptôme neuro, vous cherchez pas dextro. Trouble neuro dextro. La prévention pour le pneumocystis jirovecii, donc en cas de prise de pentamidine, mais en forme injectable, là c'est un peu plus sioux en dossier. Les salicylés pour les enfants à forte dose. Donc là, ça va être un dossier Kawasaki, mais bon, c'est tiré par les cheveux encore une fois, mais comme ça, vous les avez en tête. Les bêta-2 agonistes, ça c'est à l'arrêt trop brutal de la perfusion. Exemple typique, s'il y a un bronchospasme chez un BPCO, un asthmatique qui passe pas, ce sera un dossier de réa en général, un peu compliqué aussi, c'est plus rare. Et voilà, les médicaments, les cardiotropes, pour certains, la classe de William et Vaughan, vous vérifierez, la classe 1A la classe 1C pardon, en donne. Alors
c'est décrit si vous voulez, hein, mais ça peut faire tout de même le cas d'une dernière question. Alors les étiologies typiques auxquelles il faut absolument penser, vraiment absolument penser, c'est l'insuffisance hépatocellulaire. Ça, c'est typiquement un dossier. Alors pourquoi? Eh ben, le fonctionnement, en cas de défaillance hépatocellulaire aiguë, hein, il y a une majoration de l'extraction de glucides par le foie, il en a besoin, il augmente sa glycolyse, donc il utilise plus de sucre, et en plus de ça, il arrête d'en fabriquer. Donc néoglucogénèse, il arrête de fabriquer du nouveau sucre. L'objectif thérapeutique, parce que le patient va être hospitalisé, vous vous en doutez, ça va être entre 1,5 et 1,8. C'est important d'avoir ce chiffre-là qui est un petit peu plus haut, le seuil, que pour les autres patients. Aussi chez les patients cirrhotiques, on a ce qu'on appelle le diabète hépatogène. Là, la physiopathe, c'est un défaut de clairance. Encore une fois, le filtre ne fonctionne plus. Du coup, l'insuline n'est pas éliminée aussi efficacement qu'il ne faudrait. Par rétrocontrôle des récepteurs, il y a un diabète qui se crée avec un risque d'hypoglycémie iatrogène. Donc vous retenez cirrhose, risque de diabète hépatogène, donc hypoglycémie iatrogène à risque. Deuxième filtre, et pas des moindres, le rein, donc en cas d'insuffisance rénale, plutôt chronique, il y a un risque d'hypoglycémie qui est majeur. Vous voyez dans les études, c'est risque relatif x 10, c'est juste énorme. Après les dialyses, en général, si c'est un dossier, on peut avoir une question comme ça, sachant que les patients insuffisants rénaux feront plutôt une présentation neuroglucopénique. Tout le système neurovégétatif est moins fonctionnel. Les insuffisants rénaux, je vous mets aussi défaut de substrat, glucogénique. Bon, tout ça c'est un peu anecdotique, mais voilà, savoir que ça existe. La tubulopathie de Fanconi, pour faire simple, tout se barre. Donc, les acides aminés, les protéines, les sucres, les immunoglobulines, tout s'en va, bref. Donc, tubulopathie de Fanconi, ça peut donner des hypoglycémies. Et voilà, se dire quand même que le diabète, ça conduit pas toujours à l'insuffisance rénale terminale. Et hors diabète, la dernière chose, en haut à droite, vous avez une petite bactérie pour vous rappeler qu'il y a les infections, toute infection, et un petit crabe pour les néoplasies. Le reste, je pense que c'est anecdotique quand même. Et oui, eh bien évidemment qu'ils ont fait des études sur le Covid. Et oui, le Covid, par plusieurs mécanismes, peut donner des hypoglycémies. Bon, rassurez-vous, il y a d'autres symptômes, hein. Avant, on le sentira venir, pour ceux qui ont encore du pif. La prise en charge, bah, c'est important quand même. Donc, globalement, effectivement, vous avez raison, c'est pas compliqué. Tu manques de sucre, tu remets du sucre. Je suis d'accord. Petite parenthèse tout de même, les voix d'abord, Perros s'il est conscient, troubles neuro, on passe sur autre chose. Sachant que le glucagon, c'est pas mal, mais ça met 15 minutes. Donc quand le mec il est Glasgow 3, c'est pas ce qu'il faut. Le glucagon, ça a une place importante au SMUR, en régulation, par exemple. Donc en régulation, on a un appel du 15, donc une famille appelle pour un proche qui est dans le coma ou qui a une altération de la conscience. Ils savent qu'il est diabétique, ils savent qu'il fait une hypoglycémie, et donc s'ils ont du glucagon dans le frigo, hein, il est dans le frigo le glucagon, sinon ça sert à rien, il ne sera pas conservé. Donc vous leur demandez d'ouvrir le frigo, de prendre le glucagon, vous leur expliquez tout simplement, ça se présente sous la forme d'une seringue avec un petit bocal. Ils n'ont plus qu'à mettre le liquide qu'il y a déjà dans la seringue, à secouer légèrement, à reprendre l'intégralité du contenu et à le mettre en intramusculaire. C'est rapide, c'est efficace, ça tient 15 minutes, le temps que les secours arrivent. Voilà, c'est toujours plutôt bien. Maintenant, la place au SMUR, bah, je pense que ça peut être intéressant de faire un peu de prévention. Voilà, quand on est médecin, SMUR, on arrive face à un patient qui effectivement a une altération neurologique. Je pense qu'on peut prendre 5 minutes pour expliquer à la famille
comment s'en servir, puisque bien souvent, c'est des patients qui récidivent, qui récidivent et qui récidivent. La chose à savoir, c'est que une fois qu'on a posé la VVEP, qu'on a mis le G30, c'est bien, mais que ça ne remonte pas, là, il faut se poser la question de, peut-être que c'est autre chose. Donc une fois qu'on a fait tout ça, il se réveille, c'est super, ou pas, hein, faut voir. Est-ce qu'on l'emmène, est-ce qu'on l'emmène pas? En général, il y a un patient qui reste à la maison, il y en a 2 qu'on emmène. Est-ce qu'il y a des facteurs qui peuvent prédire une hospitalisation? Bah oui. S'il est infecté, vous avez vu à risque d'hypoglycémie. S'il y a une insuffisance rénale, vous l'avez vu aussi à risque d'hypoglycémie. Troubles métaboliques, donc c'est tout hein, sur le Iono, aussi à risque. Et toutes les compensations, aussi à risque. Quant aux hommes de 45 à 74 ans, ils ont un petit peu plus de chance, peut-être qu'ils seront moins hospitalisés. La prise en charge, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut peut-être pas avoir un objectif entre 0,8 et 1,1 parce qu'il y a un risque de mortalité qui est toujours là, un petit peu augmenté, mais qui est tout de même significatif, et un risque d'hypoglycémie qui est augmenté. Forcément, on est en train de jouer avec le seuil. La bonne valeur, c'est entre 1,4 et 1,8 pour avoir un objectif large, et entre 1,1 pardon, et 1,4 pour les autres, initialement en intraveineux pour les soins continus, ou réa, et une fois qu'on change de service, de secteur, de niveau de gravité, on peut se permettre d'avoir un objectif un peu plus en deçà, et toujours réévaluer quand il y a une glycémie à moins de 1,1 chez le patient hospitalisé. La prise en charge, est-ce qu'il y a une recette magique? Il n'y a pas vraiment de recette magique, hein. On n'a pas un druide qui a parfaitement les petits de quoi ajuster. Par contre, il y a des règles à savoir. On ne met pas, entre guillemets, pas d'insuline sans glucose, sauf dans certains cas, sauf dans le cas d'acidocétose diabétique. Bref, donc jamais l'un sans l'autre. Les besoins en insuline d'un sujet normal, c'est 0,8 unités par kilo par jour. C'est une moyenne. Il y en a qui en ont besoin de plus, il y en a qui en ont besoin de moins. Enfin, le glucose, en moyenne 5 grammes par heure. Si je vous dis tout ça, c'est par exemple pour les patients qui doivent rester à jeun en cas de chirurgie, par exemple. Ils restent à jeun. Ok, le garde-veine, c'est du G5. Ok, l'insuline, avoir un ordre d'idée, à peu près une unité d'insuline, ça métabolise 8 grammes de glucose, en moyenne. Et donc la prise en charge, pensez aussi à utiliser les protocoles du service, à adapter la basale au soir, en général, hein, sauf certaines choses d'endocrinologue, mais là je parle plutôt des soins continus éventuellement. Le relais glucose, je vous en ai parlé, c'est un arrêt de la nutrition. Pensez à diminuer la posologie d'insuline pour ceux qui font de l'UHCD et qui s'en vont par la suite. Oui, parce qu'à la sortie, ils vont bouger en général. Donc il y aura besoin de moins d'insuline, sinon on va les retrouver en hypo. Et les patients dénutris ou alcoolisation chronique, on pense à la thiamine, c'est important. Comme ça diminue le risque d'encéphalopathie de Wernicke, ce sera toujours bien. En bref, on fait le dextro pour les raisons qui sont, par exemple, je vous l'ai dit, les troubles neurologiques. En général, faites le dextro pour tout. Faites une glycémie pour tous les symptômes. Évidemment, pas la cheville, pas l'entorse, hein, je m'entends. Mais c'est important, quoique pour l'entorse, vous seriez surpris peut-être de voir le mécanisme de l'entorse. Hein. On a le résultat de la glycémie, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est une hypo, oui ou non? Oui, c'est une hypo. Non, il ne peut pas se resucrer par la bouche, donc traitement, on lui met la voie veineuse, on lui met le G30, on attend tic-tac, tic-tac, 5-10 minutes, au bout d'un quart d'heure, si on en a passé 2, voire 3, ça doit remonter. Si ça ne remonte pas, on réexamine, de toute manière, on l'examine comme il faut, on le réexamine s'il faut, on pense à l'ictère pour l'insuffisance hépatocellulaire, syndrome hémorragique qu'il y a aussi dans l'insuffisance hépatocellulaire, l'état d'hydratation, dialysé ou pas, on regarde les bras, parce que sur le bras il peut y avoir une fistule, on évite de prendre la tension au même bras évidemment, sepsis, donc on lui prend la température, est-ce qu'il n'est pas intoxiqué, est-ce qu'il n'y a pas un défaut de prise médicamenteuse, une iatrogénie, et une fois qu'on a fait tout ça,
Si c'est un diabétique connu, qui va bien, resucré, c'était pas trop grave, on peut le laisser à la maison. Sinon, on l'emmène, et quand on arrive à l'hôpital, on n'oublie pas, on le nourrit et on met de l'insuline. Écoutez, on arrive à la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardé, toujours dans votre canapé, hein, avec votre thé. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, mettez les notifications en cliquant sur la cloche et partagez à vos amis. Lâchez un gros pouce bleu de cyanosé, vous lui mettez de l'oxygène et prenez soin de vous et de vos patients, bien sûr.